Voilà. On aura la chance qu'elle nous parle un peu de tout ça, qu'elle nous donne ses conseils, ses outils pour réussir un défilé de mode. Donc, n'hésitez pas à lui poser à vos questions, pardon, en fin de conférence. Nous allons d'abord l'écouter et puis nous allons commencer. Donc, dès maintenant, je vais vous laisser la parole pour vous présenter un peu plus amplement auprès des étudiants. Et puis après, je vous laisse la main sur votre conférence. Eh ben, merci de me recevoir. Je m'appelle Dana Tarabek. Moi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis journaliste de mode. Je suis consultante éditoriale pour des marques de mode et de luxe qui ont besoin de travailler leur stratégie éditoriale et la mise en place opérationnelle de leur brand éditorial. Et puis, j'ai monté un média qui s'appelle House of Dana. Voilà, il y a un Instagram, il y a un site et puis un YouTube dans lequel je parle de mode avec un angle sociologique et un ton décalé. Voilà. Pour la présentation, la conférence d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Penser le défilé de mode ». Le but, c'est que ce serait de poser des bases sur ce qu'est un défilé, comment le monter concrètement, quel en est l'historique aussi, et puis comment l'analyser. Elle sera articulée autour de 3 parties. Penser les enjeux du défilé de mode. Je vais vous montrer mon petit plan de ce pas. Attention, technologie. Hop. Normalement, c'est pas ça. C'est presque. Voilà. Là c'est bon. C'est bon. Vous voyez aussi? Oui, parfait. Oui, nickel. Donc voilà, là vous avez mon petit plan, il est articulé autour de 3 parties, les enjeux du défilé de mode, la cohérence du défilé de mode et une 3e partie en conclusion qui est le message du défilé de mode. Voilà, tout simplement. Je reviens. Clac. Donc pour commencer, je vais vous parler des enjeux du défilé de mode à travers une petite histoire du défilé de mode. Parce que pour penser le défilé de mode, il faut en connaître l'histoire et savoir qu'il a existé sous plusieurs formes, qu'il a évolué en fonction des avancées techniques de l'industrie. Le défilé de mode tel qu'on le connaît, il n'a pas toujours existé. D'ailleurs, jusqu'au XVIIIe siècle, la mode ne défilait pas au sens propre, mais en tout cas, elle a toujours été présentée ou représentée. Par exemple, au Moyen-Âge, en Flandre, la Flandre, pardon, c'était le centre de la couture occidentale, un peu l'équivalent de Paris, en fait, aujourd'hui. La mode était présentée, mais sur des hommes, sur des pages, en fait, parce que les femmes n'avaient pas le droit d'être en représentation. Puis à partir du XVIe siècle, la mode, elle a été présentée sur des poupées de mode, que je vais vous montrer. C'est super mignon. Hop, clac, elles sont là. Voilà, là vous avez 2 poupées de mode du XVIIIe siècle qui en fait étaient des poupées qu'on retrouvait dans les magasins de mode et qui portaient vraiment les modèles finis mais miniaturisés, ce qui était très pratique pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être transporté, pour être diffusé dans les cours européennes diverses et variées et faire rayonner la mode locale. Donc là vous avez 2 poupées de mode du XVIIIe, dont une vous avez la vue de face et la vue de dos avec les plis watteaux, etc. Là, je pense que vous connaissez un peu ce type de silhouette, j'imagine. Voilà, ça c'était pour vous dire ce qui se passait avant le principe même du défilé. Après le défilé, on peut le classer en 4 temps. L'avènement de la haute couture, donc avec les présentations, l'avènement du prêt-à-porter, à partir du milieu du XXe siècle, l'avènement des grands groupes, donc là, on est plutôt autour des années 2000, et aujourd'hui, le défilé à l'ère du digital. Alors, on date la naissance de la haute couture à Monsieur Worth. Monsieur Worth, il est W-O-R-T-H, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est considéré comme le père de la haute couture et c'est lui qui fonde sa maison de couture à Paris en 1858. C'est pour ça qu'on date l'apparition du défilé de mode à la naissance de la haute couture, parce que lui et ses copains grands couturiers de l'époque, comme Paquin, Poiret, Jeanne Lanvin, etc., pour des raisons marketing, ils ont décidé d'arrêter le concept de poupée de mode et de présenter leurs vêtements sur ce qu'on appelait, je cite, des mannequins vivants.
Donc, en fait, des femmes, quoi, finalement. Des femmes qui bougeaient, quoi, qui respiraient, enfin, des êtres vivants. Et ces mannequins vivants n'étaient pas encore des mannequins, c'était ce qu'on appelait des sosies ou des doubles. En fait, c'était des jeunes femmes qui ressemblaient un maximum à la cliente qui venait acheter un modèle et qui avaient exactement les mêmes mensurations qu'elle. Au milieu du 19e, ça change. Les mannequins, en fait, c'est les couturières de la maison, qu'on appelait les midinettes. Et c'est au début du XXe siècle qu'apparaissent véritablement les mannequins. Là, vous avez une photo qui s'appelle Les mannequins et qui date du début du XXe siècle, chez Paul Poiret, il me semble, de mémoire. Donc, les défilés, ils avaient lieu majoritairement dans les salons des maisons, comme l'image que je vous montre là, ou que je peux vous montrer là. C'était plus commode parce qu'il y avait jusque 300 modèles par saison qui défilaient et que les défilés, ils pouvaient durer jusque 3 heures. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les clientes, c'était les aristocrates et ces femmes-là avaient des contraintes. Elles devaient se changer jusque 7 fois par jour. Donc, il y avait énormément de modèles qui correspondaient à chacun des temps de leur journée, en fait. Il y avait des ensembles de matin, des ensembles de déjeuner, d'après-midi, des tea gowns, qui est des robes pour porter le thé, pour boire le thé, pardon. Des robes de cocktail, à ne pas confondre avec les robes de soirée, à ne pas confondre avec les robes de grand bal. Énormément de modèles. La mise en scène était très simple. Il s'agissait juste, voilà, comme vous le voyez là, de déambulation entre les chaises des clientes. Et il y avait ce qu'on appelait des aboyeuses. C'était des femmes qui criaient littéralement le nom de chaque modèle et son numéro et sa composition. Voilà. Là, par exemple, vous avez 2 cartons d'invitation qui datent du début du siècle. Un du couturier Jean Patou, 1931, et un de Madame Jeanne Lanvin. Il n'y a pas la date. Je pense qu'on est un petit peu avant, plutôt dans les années 20. Sachant que le principe d'acheter des acheteurs, j'imagine qu'il y a peut-être des futurs acheteurs qui nous écoutent. Il n'est pas récent, il date des premiers défilés, puisqu'en fait, c'était les acheteurs des grands magasins, type la Samaritaine, le Bon Marché, etc. Sauf qu'à l'époque, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, il y en avait une vingtaine, et c'était le lieu où la mode s'arrachait, en fait. Donc, ce que faisaient les couturiers, c'est qu'ils invitaient les acheteurs et ils leur faisaient payer le droit de recopier les modèles sans la griffe pour pouvoir les vendre en plusieurs exemplaires. Voilà. C'était petite anecdote, le saviez-vous? Là, on est un peu plus tard, dans les années 20, puisque sur cette base de représentation classique, le début du XXe siècle apporte un petit peu plus de fantaisie avec de la musique, un peu de décor, un peu de mise en scène, voilà. C'est en 1911 que naît le premier, ce qu'on appellera défilé spectacle de l'imagination d'une grande couturière qui s'appelait Lucille Dove Gordon. Et comme c'était à Londres, de défilé spectacle, on a trouvé le nom fashion show, qui est la traduction littéralement de défilé spectacle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'expression fashion show est très courante. Et en 1938, c'est la grande couturière Elsa Schiaparelli, qui était la grande rivale de Chanel, qui a inventé le principe du défilé à thème, autour d'un thème, comme on a aujourd'hui, je vous en parlerai plus tard, avec son défilé cirque, puisque en fait, à l'époque, il y avait tellement de modèles qu'ils n'avaient pas forcément de lien les uns avec les autres. Juste, il y avait plein de modèles et voilà. Donc ça, c'était la première étape dans ma petite histoire de la mode. Je vais un petit peu me remettre en plein écran, excusez-moi. Hop. Vous me dites si tout va bien, hein, parce que je parle de seule. Oui, non, parfait. Tout va bien, Dana, merci. D'accord. On change d'époque au milieu des années 50, avec l'avènement du prêt-à-porter initié par la maison Chloé, vous le savez peut-être, mais le format des défilés reste toujours un peu le même, hein, un petit peu classique, un petit peu tradi, avec ses déambulations. Je ne résiste pas à vous montrer quelques images de défilés haute couture des années 50. Elles sont très connues, ces photos, hein, mais bon. Voilà, ça c'est le premier défilé de Monsieur Christian Dior en 47. Et pour ceux qui ont un peu l'œil et qui s'y connaissent un petit peu en mode, il s'agit du fameux tailleur bar qui est à l'origine du New Look, de la silhouette Dior. Voilà. Et ça, c'est un défilé de Monsieur Hubert de Givenchy
haute couture 1955, photo en couleur, donc ça fait plaisir. Voilà. C'est avec les années 60 qu'on entre un petit peu dans une nouvelle ère, avec les jeunes créateurs un petit peu délurés, dont vous connaissez certainement les noms, Pierre Cardin, Courrèges, Paco Rabanne et l'anglaise Marie Quant. Eux, ils marquent la fin des Aboyeuses parce qu'ils mettaient la musique tellement fort que ces dames, on les entend. China. Et puis, ils proposent des défilés vraiment conceptuels, des espèces de happening artistiques un petit peu barrés. Tu vas voir les chaussures en haut. Comme vous. Tellement à la mode. Comme vous. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert et qui ne parle pas trop de ça. Parle de chaussures, ça a l'air passionnant. Ça. Exactement, donc je veux bien que vous me coupiez votre micro, s'il vous plaît. Merci. Et Dana, quand vous êtes sans le PowerPoint, du coup, on a en gros notre tête avec Richard Prado, moi-même et une étudiante, il me semble. Ah, pourquoi donc ? Du coup, je veux bien juste que vous coupiez juste le partage oui. ou alors que vous laissiez le PowerPoint, mais sinon, on ne vous voit pas du tout. Et là ? Mais là, c'est bon, c'est parfait. C'est que j'oublie de recliquer sur la petite croix. Il n'y a pas de problème. Okay. Oui, là, c'est bon, on vous voit très bien. Donc les années 60, on rentre dans une ère un petit peu différente avec des défilés qui sont des happenings artistiques. Je vais vous montrer, du coup, je rouvre mon petit partage, voilà. Clac, 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 ça arrive. Voilà, là vous avez à gauche un défilé Marie Quant, au milieu un défilé Cardin et à droite un défilé Paco Rabanne. Donc tout ça commence à se moderniser. Fin des années 70, début 80, c'est l'apparition vraiment du défilé moderne en tant que tel, grâce aux créateurs japonais qui s'installent à Paris. Les défilés du couturier Kenzo, voilà, changent complètement la donne parce qu'il laissait les mannequins faire ce qu'ils voulaient en fait sur le podium. Donc on voit à gauche des mannequins qui sautent, au milieu un mannequin qui danse, à droite un mannequin qui a un fou rire, voilà, tout était possible. Résultat, lui et ses comparses japonais qui sont arrivés à Paris, comme Rei Kawakubo, Comme des garçons, font des défilés tellement spectaculaires que les couturiers français sont sommés de créer des ambiances encore plus fortes pour rivaliser avec les étrangers, parce qu'ils sont littéralement en train de se faire damer le pion. C'est donc l'avènement de la mode spectacle des années 80, avec Thierry Mugler, Claude Montana, Dorothée Bis, Jean-Paul Gaultier, évidemment, qui scénarisent leurs défilés comme jamais. On appelle ces décennies, les décennies, j'adore, du fric et de la frime. Voilà, très exactement. Donc là, vous voyez Jean-Paul Gaultier à cette époque-là, un petit peu l'ambiance autour de lui. Il faut savoir qu'on allait au défilé Gaultier comme si on se rendait à un concert de rock. Hein. C'était vraiment exactement la même expérience. Ça, c'est le défilé Thierry Mugler de 84. En fait, il a booké le Zénith de Paris. Donc, il y avait 6000 spectateurs qui sont allés acheter leur place à la FNAC pour 175 francs, très exactement. Et c'est un défilé qui s'appelle L'Ange de l'hiver et qui est resté dans l'histoire de la mode. Je vous conseille de le regarder sur YouTube en intégrale puisqu'il est magnifique. Voilà, Christian Lacroix, John Galliano, Vivienne Westwood et d'autres, ils vont remboîter le pas et créer de véritables super productions historiques. Donc là, par exemple, vous avez 3 images de 3 défilés couture de Christian Lacroix qui étaient complètement dingues. On arrive aux années 90, il y a 2 ambiances. On va avoir des défilés très sexes, très luxe, comme ceux de Versace, donc avec Gianni Versace à l'époque, vous voyez à gauche. Donc, toute une vague de défilés comme ça qui vont s'opposer à des défilés extrêmement minimalistes et très engagés politiquement, comme ceux des 6 d'Anvers et de Martin Margiela. Donc, vous voyez à droite un défilé Margiela du début des années 90, un de ses premiers. Donc, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, quoi. Troisième temps de la mode, c'est l'avènement des grands groupes. Tac, j'arrête le partage. Est-ce que tout va bien? Oui. Oui, parfait. L'avènement des grands groupes, c'est le défilé contemporain. On est en l'an 2000, avant le 11 septembre, avant les réseaux sociaux, avant les crises. Et c'est là qu'on plante les graines de la mode actuelle. Le luxe devient une industrie, chose qu'elle n'était pas avant. Elle était un peu perdue entre les arts plastiques, le vin, etc. Donc là, le luxe devient vraiment une industrie.
et c'est l'escalade de la médiatisation. Pourquoi? Puisqu'en fait, en l'an 2000, ça commence très fort avec le défilé clochard de Dior Haute Couture 2000, printemps-été, pardon, par John Galliano, qui du coup s'inspire des clochards qui croisent le matin en faisant son jogging pour faire un défilé haute couture. Ça fait un scandale pas possible, mais c'est surtout un coup de pub énorme et ça incite les médias à s'occuper encore plus de ce qui se passe sur les podiums. Voilà. À l'époque, c'est la guerre entre les groupes LVMH et PPR, qui est l'ancêtre de Kering. Donc, en fait, c'est la guerre entre Bernard Arnault et François Pinault pour racheter les grandes marques et les designers. Le monde de la mode ne parle plus que de ça. Les médias s'emparent du sujet. C'est donc un nouveau temps où l'argent coule à flot, où les deux groupes rivalisent de coups bas et de coups d'éclat, et où le luxe prend une autre dimension avec la multiplication et la mondialisation des boutiques, avec des fêtes d'ouverture pharaoniques, le boom du business des accessoires et la naissance du hit bag, c'est à ce moment-là qu'ils apparaissent. La mode est retransmise à la télé, les pages de pub dans les magazines s'arrachent à prix d'or, bref, on est vraiment dans un nouveau millénaire. Il y a des créateurs stars qui émergent comme Tom Ford ou Marc Jacobs et qui bouleversent complètement, qui sont mis à la tête de grandes maisons historiques et qui en bouleversent complètement les codes. Par exemple, Marc Jacobs, non, Tom Ford, quand il est arrivé chez Gucci, chez Saint-Laurent, il a fait pleurer à peu près toutes les couturières, paraît-il. Et Pierre Berger était outré par ses manières. Voilà, on changeait complètement d'époque. Marc Jacobs est arrivé, lui, pour lancer le prêt-à-porter de Vuitton, qui n'existait pas. Et du coup, vitrine de cette toute-puissance financière des groupes, ce sera le défilé de mode. Donc là, vous voyez à gauche Marc Jacobs quand il travaillait pour Vuitton, et à droite, Tom Ford quand il travaillait pour Gucci. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le défilé à l'ère du digital. Instagram a chamboulé la manière même dont on pensait le show. Aujourd'hui, le défilé est tourné tout entier vers la production de contenu digital. Scénographie et lumière sont repensées. Multiplication des opportunités de prise de vue, le show est le point de départ du plan de communication d'une marque. C'est un coup médiatique qui est censé envoyer un message fort et à l'industrie et au public. Pourtant, les crises écologiques et sanitaires successives oblige à repenser le modèle du défilé dans la forme comme dans le temps. Dans la forme parce que les défilés sont de plus en plus dématérialisés, puisqu'on ne peut plus y assister physiquement, et dans le temps parce que, du coup, le calendrier annuel des défilés est complètement chamboulé. J'en reviens à 2021, quels sont les enjeux du défilé de mode? Il y en a 4, à mon sens. Vente de l'image. Exit le temps où le défilé répondait prioritairement à un objectif utilitaire et commercial. Il ne s'agit plus seulement de révéler un produit, mais bien de vendre de l'image. Deuxième enjeu, créer un moment qui s'inscrit dans l'histoire de la marque. Troisième enjeu, susciter l'émotion la plus grande en un minimum de temps. À savoir qu'on est passé de défilés qui duraient 3 heures à des défilés qui maintenant durent 7-8 minutes. 12 si vraiment c'est la fête, quoi. Et dernier enjeu, assumer une responsabilité culturelle et politique. L'influence des défilés de mode est énorme, elle est bien plus grande que celle des arts plastiques. Il s'agit donc d'avoir des politiques d'éthique des images produites et éthique de la production en général. Oula. D'accord. Donc là, tu es chez Papy et Mamie? D'accord. Vous m'entendez ou pas? Allô? Ouais. Oui, bonjour. Oui, c'est bon, on vous entend. Lilou, il faut juste couper son micro. Voilà, c'est bon. Donc, ce qui m'amène à mon point suivant, les métiers du défilé de mode. Le défilé de mode, c'est avant tout une multitude de métiers. Donc, c'est une économie à part entière et des milliers d'emplois au cœur de l'industrie. Côté mode, il y a évidemment le DA, les stylistes, les petites mains de l'atelier, tous les artisans externes, les agences de mannequins, les directeurs de casting, les mannequins, les coiffeurs, les maquilleurs, les agences de relations presse, etc.
Côté production, on a des bureaux de production comme le bureau Bétac ou la mode en image qui gèrent toute la partie spectacle, justement. Il y a des... Ah, nous avons perdu Dana. Je vais essayer de la remettre dans la conversation. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir Dana, on vous avait perdu. Je sais pas, ça m'a mis, vous avez été supprimé. Alors, je ne sais pas si les étudiants ont la main sur ça, mais si possible, ne pas jouer là-dessus, ce serait cool. Merci beaucoup. Ouais, voilà, on vous laisse reprendre la conférence du coup. Merci Dana. Bon, en tout cas, il y a plein de métiers concernés par le défilé de mode, sachant que certains d'entre eux sont de plus en plus sous le feu des projecteurs. On assiste à une véritable starification de ces hommes et femmes de l'ombre qui, avant les réseaux sociaux, n'étaient pas des personnages publics, comme Alexandre de Bétac, qui a son bureau de production de défilé, Michel Gaubert, qui est un très fameux DJ dans la mode, grand ami de Karl Lagerfeld, Lucien Pagès, qui a le bureau de presse Lucien Pagès, Tom Pêcheux, qui est un maquilleur très connu, etc. Mais il ne faut pas oublier que ces milliers de prestataires en fait, qu'on ne connaît pas et dont la survie économique dépend en fait, du défilé de mode en tant que tel. Voilà. Alors, j'en arrive à mon deuxième point, la deuxième grande partie qui va être beaucoup plus technique, cette fois-ci plus pratique, la cohérence du défilé de mode. Un défilé de mode, c'est avant tout de la mode, hein, tout simplement. Donc, rares sont les shows aussi waouh et pyrotechnie possibles dont on se souvient si la collection en tant que telle n'est pas intéressante, en fait. De plus, le défilé de mode contemporain, c'est un rituel. C'est quelque chose qui est extrêmement codifié, extrêmement pensé et extrêmement répété à l'avance. Le seul grain de sable qu'il peut y avoir dans la machine, ça va être soit un mannequin qui tombe, soit quelqu'un qui s'amuse à monter sur le podium. J'ai deux petites photos pour vous montrer ça, parce que c'est rigolo. Hop. Là, à gauche, vous aviez Naomi Campbell quand elle est tombée pendant un défilé Vivienne Westwood. Le défilé n'était pas si intéressant, mais il est devenu très connu à cause de la cascade de Naomi. Et à droite, vous vous en souvenez certainement, Marie s'infiltre au défilé Chanel l'année dernière. Voilà. Hop, je suis de retour. Clac. Donc, pour penser son défilé de mode, mais aussi celui des autres de manière professionnelle, voici les points sur lesquels il faut se concentrer et que je vais vraiment vous dérouler avec un exemple très précis. Il faut se concentrer sur la collection. Il faut se concentrer sur le casting. Il faut se concentrer sur le lieu, le décor, appelez-le comme vous voulez, sur le spectacle, sur les invités et sur la communication. Et je vais illustrer tout mon propos avec un cas concret, parce que ça va être plus simple pour comprendre pour tout le monde. C'est le défilé particulièrement réussi, très récent, là, de Vuitton, prêt-à-porter femme 2021, printemps-été 2021, pardon, par Nicolas Ghesquière. Voilà. Alors, je reviens à mon petit doc. C'est dingue, à chaque fois ça saute. Ça marchait très bien tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche toujours très bien, c'est bon. Vous avez à chaque fois une fraction de seconde sur le bureau de mon ordi. Bon, c'est pas bien grave. Alors, pensez la collection, le thème. Le thème, il se décline dans la gamme, les formes, l'editing et le premier look. Hein. C'est un peu la base de tout. Si on n'a pas de thème, ça ne sert à rien de présenter quoi que ce soit. Avant même l'idée du défilé de mode, tout commence par le travail de la collection avec un stylisme au thème fort. Si vos étudiants vont être amenés à travailler avec des stylistes, c'est vraiment le début du travail, il est là en fait. C'est le fruit d'une longue recherche du directeur artistique, avec éventuellement l'aide d'assistants ou de bureau de style, mais aussi l'aide du marketing qui va pousser des idées plutôt pour des raisons business. En gros, le thème, il doit refléter à la fois l'idée de mode du directeur artistique, mais aussi les codes signatures et les valeurs de la marque pour laquelle il travaille. Après, c'est la même chose s'il travaille pour sa propre marque. Il faut juste que ce soit rond. Le thème, il sera décliné dans le vêtement avec un seul mot d'ordre, la cohérence. La cohérence des formes, la cohérence des gammes et la cohérence de l'editing.
Donc, je vais commencer par vous parler du thème du défilé Vuitton dont je vous parlais. Et fidèle à son amour pour l'anticipation, si vous le connaissez, Nicolas Ghesquière, cette saison, il s'est inspiré du film de Wim Wenders, Les ailes du désir. C'est un film de 1987 qui se passe à Berlin, avant la chute du mur de Berlin. Dans ce film, il y a deux mondes qui cohabitent, celui des anges, que seuls les enfants peuvent voir, en fait, et l'image, elle est en noir et blanc. Et puis celui des humains, et l'image, là, à ce moment-là, dans le film, elle est en couleur. Au thème Les ailes du désir, c'est ajouté la volonté de Nicolas Ghesquière de créer une collection entièrement unisexe. Or, comme on le sait, les anges n'ont pas de sexe. D'accord? Donc, ça marche. Voilà, ça, c'était pour le thème. Je suis de retour. Les formes. Les formes, c'est un code signature hyper fort d'une maison ou d'un couturier. En fait, la forme du vêtement, c'est une allure, c'est une silhouette, c'est une certaine idée de mode. Elle prend toute sa force, par exemple, dans les dessins de mode célèbres que vous avez déjà dû voir, d'Yves Saint Laurent, d'Albert Elbaz ou de Karl Lagerfeld. Ils ont vraiment ce trait hyper nerveux et en fait, c'est une silhouette, quoi. C'est ça, la forme. Une collection, elle va mettre en avant plusieurs silhouettes, plusieurs familles de silhouettes qu'on retrouvera tout au long du défilé. C'est un peu comme si on jouait aux poupées de papier et que des dizaines de looks, tout en étant composés de vêtements différents, ils pouvaient être superposés et avoir exactement les mêmes contours, le même contour, comme une ombre chinoise. Et ça, c'est très important pour écrire sa marque ou sa création dans une histoire. On reconnaît du Chanel à sa forme, par exemple. C'est toujours très fluide, c'est toujours très liane, c'est toujours très souple. On reconnaît du Dior aussi à sa forme. Les tailles sont toujours marquées, les jupes sont toujours évasées. On reconnaît du Margiela parce que la carrure est très fine, du Balmain parce qu'il y a beaucoup d'épaules. Voilà, c'est ça la forme. Chez Vuitton, là, dans le défilé qui nous intéresse, la forme, il l'a travaillée comme ça. Il a repris un peu les tenues qui sont dans le film, très City 80, avec des grandes épaules un peu molles. Donc là, on voit qu'il l'a décliné sur plusieurs trenches, par exemple. Ce sera le cas dans les pantalons, ce sera le cas dans beaucoup de pièces. Et là, comme vous le voyez, par exemple, j'ai superposé quelques-unes des silhouettes du défilé et vous vous rendez compte qu'on est vraiment sur la même forme, alors que ce n'est pas du tout les mêmes pièces. Voilà. Et ça donne une énorme force, une énorme cohérence au défilé de mode qu'on construit. Voilà. Après, on n'est pas là, on est sur une forme. Il y avait plusieurs formes différentes, mais il y en avait peut-être 3-4 qui étaient déclinées sur 90 looks. Ce qui n'empêche pas, ça ne brime pas du tout la créativité. Au contraire, justement, c'est censé la décupler. Donc ça, c'est pour la forme. Ensuite, on a ce qu'on appelle la gamme. La gamme, c'est là où les palettes de couleurs qu'on va utiliser. Comme pour la forme, elles ont une énorme puissance symbolique et beaucoup de maisons ont leurs couleurs, vous savez, fétiches, quoi. Dans Les ailes du désir, là, je vous ai mis 2 images du film. On retrouve bien la gamme sur ce look-là. Et il y aura à la fois des couleurs très, très néon qui ont été inspirées par le mur de Berlin, en tout cas les graffitis qui sont sur le mur de Berlin, et plein de couleurs un peu tristounes de la ville, des gris, des beiges, etc. Donc, ça va donner ce genre de choses. Là, je vous ai fait un petit aperçu de la gamme qui est très, très forte. Et au-delà d'être très forte, rien n'est anecdotique, rien n'est là par hasard. Il ne s'est pas fait plaisir en disant « Tiens, je vais mettre ce bleu à ce moment-là ». Non, parce qu'en fait, on va le revoir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, sachant que dans l'idée, il faut que tout ça soit bien balancé, bien cadencé dans l'ordre des mannequins. En fait, c'est ce qu'on appelle l'editing. L'editing, je n'ai pas fait d'image par rapport à l'editing parce que ça ne s'illustre pas, mais c'est hyper important quand on pense son défilé de mode. C'est un terme, editing, c'est un terme issu de la photographie, en fait, ce qui signifie le tri, le fait de trier. En gros, les équipes style de la maison, ils trient tous les looks qu'ils ont créés. Il y en a beaucoup plus que ceux qu'on voit sur le défilé, normalement. Ils les trient et ils sélectionnent ceux qui vont faire passer. Donc, en fait, tous les petits trucs où je me suis fait plaisir là-dessus, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la choucroute, ça, normalement, ce n'est pas censé passer. Voilà. Donc, ils sélectionnent ce qu'ils vont faire passer et ils sélectionnent aussi l'ordre dans lequel ils vont faire passer les silhouettes. C'est super important. C'est un peu comme quand on fait le montage d'un film.
C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs plans du monde. En fonction de la façon dont on va les monter, ça peut tout foutre en l'air, en fait. Ça peut faire rater complètement l'histoire. On peut ne plus rien comprendre à l'histoire, etc. C'est la même chose avec l'editing d'un défilé. Si on change l'ordre de passage des mannequins, soit on ne comprend plus rien, soit l'histoire, elle change, en fait. On ne raconte plus la même chose. Donc, j'insiste tout le temps sur l'editing parce que c'est hyper important. Et pendant l'étape de l'editing, hyper important, c'est le moment d'hystérie de la mode générale. Ceux qui ont travaillé dans des studios, ils le savent. C'est le moment du choix du premier look, hyper important. Énorme enjeu financier pour les marques, le premier look, il faut le savoir. Tout le marketing est sur les rangs au moment de choisir le premier look. Parce qu'il y a plein de raisons. Le premier look, c'est celui qui ouvre à la fois le spectacle qu'on va raconter, donc on peut le choisir pour des raisons purement artistiques, délibérément très fort ou alors un petit peu plus effacé que ce qui va suivre en fonction de comment on veut amener son histoire, mais c'est aussi une vitrine pour la marque parce que souvent le premier look, c'est la première image qu'on voit dans la presse. Donc, il faut pouvoir tout dire de la collection qui arrive juste avec le premier look. Le choix du mannequin du premier look est très important aussi. Tout est très important. Voilà, le premier look, c'est hyper déterminant et ça fait partie intégrante de l'editing. Donc là, par exemple, je vous montre le premier look du défilé dont je vous parlais. On est sur une jeune femme qui s'appelle Émilie, qui est extrêmement androgyne. Donc, bon, moi, je ne savais pas que c'était une nana, en fait. Voilà, je l'ai su après. On s'en fout, mais dans l'idée, c'était volontaire. Ce n'est pas un choix anecdotique. Le look aussi est complètement unisexe. Il pourrait être porté par une femme comme par un homme. On voit qu'on est quelque chose de très 80, notamment dans le pantalon, et qui a ce côté un peu esprit, un peu urbain, parce qu'il y a un graffiti sur le sweat qu'elle porte, et que c'est un look qui pourrait être porté par un homme comme par une femme, mais sans même un souci de taille, parce que ça m'a l'air d'être assez surtaillé, la carrure est large, la taille est basse. Voilà, donc ça donne un peu une idée de ce qu'on va voir arriver. Le fait qu'il y ait marqué vote aussi sur le sweat, on peut se dire qu'il y a peut-être un message politique qui essaye d'être transmis dans la collection. Donc, importance du premier look, c'est très, très important. Voilà. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler du casting. Le choix du mannequin, des mannequins. Donc, si aussi, là, vous êtes amené à choisir des mannequins dans vos prochaines activités, hyper important. Bon, quand on n'a pas de budget, on prend les copains, hein, ça c'est classique. Et puis quand on commence à avoir un peu de budget, c'est déterminant. Parce que les mannequins, c'est pas, tout le monde se dit oui, c'est des potiches, c'est des cintres, c'est pas vrai. C'est vraiment les acteurs de votre histoire. C'est eux qui vont incarner les personnages de l'histoire racontée par les vêtements. Donc j'en reviens au thème. Tout ça revient au thème en permanence, d'accord ? Ils sont choisis sur des critères très divers en fonction du thème que vous voulez raconter. Et puis, ils correspondent aussi à une certaine idée peut-être de mode ou de beauté idéale que partage la marque, le couturier. Et éventuellement, ils participent à faire fantasmer des clients. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Voilà, parce que souvent, les consommateurs, ils se projettent. Ils veulent un peu être mannequins, ils veulent un peu être comme eux, mais voilà. Ils participent en fait à la théâtralisation du défilé. Il faut savoir que leur démarche, leur mimique, leur gestuelle, leur regard, leur attitude, tout ça est millimétré avant le défilé. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, à part des stars, les Kate Moss, les Naomi Campbell. Clairement, tu ne lui donnes pas d'ordre en fait. Le gros des troupes ne fait pas ce qu'il veut quand il défile. Il y a souvent des chorégraphes ou des scénaristes ou le styliste lui-même qui va donner une espèce d'impulsion, qui va leur dire comment marcher, quel regard avoir. Il faut être attitudé, comme on dit dans la mode. Ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, ils sont souvent attitudés d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'ils sont très importants. Leur mise en beauté est très importante aussi. Le maquillage, la coiffure, qui est aussi travaillé comme la collection. C'est avec exactement la même façon de fonctionner, qui reboucle avec le thème et qui est très, très, très importante économiquement, car comme on le sait, les grandes marques ne vendent que du parfum. Donc, tu as intérêt à ne pas foirer ton maquillage, vu que c'est ça qui est vendu après. Et en plus, ça donne des grandes tendances de coiffure, de maquillage, de beauté, tout ça. Voilà. Bon, évidemment, bien que l'extrême minceur soit surreprésentée, il y a quand même eu plusieurs temps dans le mannequinat, notamment dans les années 90, c'était
on parle toujours des années 90, mais c'était un peu un épiphénomène dans 500 ans de maigreur. C'est vrai que dans les années 90, les supermodèles dont vous avez entendu parler, Cindy Crawford et compagnie, elles étaient quand même un petit peu plus charpentées, disons, plus musclées que les modèles, par exemple, des années 2000. Mais même ceux que choisissait Madame Gabrielle Chanel étaient anorexiques. Donc tout ça date depuis très, très, très longtemps. En ce moment, ce qui se passe, c'est que les marques ont des soucis d'inclusivité. Ils ont des soucis car les internautes les ont beaucoup retoqués à ce sujet. Ce n'est pas d'eux-mêmes qui se sont dit « tiens, ouvrons nos chakras ». C'est parce qu'ils ont eu beaucoup de coups de pression, je dirais, même si ce n'est pas très chic, désolé, mais en gros, c'est ça. Donc, on est dans quelque chose d'un petit peu plus body positif. Voilà, on va voir apparaître parfois un mannequin plus taille 38-40, ce qui pour la mode est déjà beaucoup trop. Mais bon, pourquoi pas. Plus de mannequins racisés. Et la question du genre est abordée avec de plus en plus de mannequins dont le genre n'est pas binaire ou identifiable. Bah là, typiquement comme les mannequins de Ghesquière, que je vais vous montrer là de plus près. Mais pourquoi? Ah voilà, pardon. Hop, plein écran, on est là. Voilà. Donc c'est pas un choix anecdotique, ils sont délibérément choisis parce qu'ils ont ces jeunes filles, ces jeunes hommes, je ne sais pas, ils ont ce visage très très androgyne. Donc c'est très important. Après les mannequins, on a l'importance du lieu, du décor. Donc ça peut être un lieu particulier ou un décor artificiel. Il doit, pareil, répondre au thème du défilé. Là, nous étions à la Samaritaine. Pourquoi? Parce que c'est une autre marque de LVMH. Ça fait des années qu'ils sont en train de rénover la Samaritaine et c'était l'occasion de dévoiler la Samaritaine après les travaux. Donc, je ne suis pas persuadée que Ghesquière ait eu vraiment le choix sur l'endroit du lieu, mais quelque part, ça tombait très bien puisque la Samaritaine, c'est un joyau de la modernité du 19e siècle qui lui-même a été modernisé. Donc, ça marche bien avec cet esprit rétro-futuriste et urbain du défilé. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez la Samaritaine. Je pense que vous êtes un peu jeune, mais moi, je l'ai connue. Et c'était super. J'espère que ça le restera. Je ne sais pas très bien ce qu'ils ont fait, mais bon, bref. Voilà. Importance du spectacle aussi, évidemment. L'enjeu du défilé de mode, c'est de faire vivre la collection via un spectacle qui va toucher les gens au plus profond, dont ils te souviendront, et donc, peut-être auront-ils envie d'acheter. Voilà, l'émotion est très, très calculée. Ce spectacle, c'est un art total, c'est la synthèse des vêtements, ce que je vous disais, de la mise en scène, de la chorégraphie, de la musique, des mannequins, des invités, bon bref, on est dans un art total. Maintenant, les grandes maisons font appel à des bureaux qui s'occupent de ça, comme le bureau Betac ou la mode en image, ils imaginent tout, mettent tout en scène de A à Z. Donc, en fait, c'est externalisé. Bon, là, c'est sûr qu'avec la crise sanitaire, tout a changé. Le défilé, il se vit en ligne. Il y a encore certaines maisons qui tentent de résister un peu, genre Chanel ou Jacquemus, qui veulent absolument faire des défilés en physique. Mais de plus en plus de maisons, maintenant, dévoilent des films, des fashion films, ce qu'on appelle, là, comme récemment Margiela ou Moschino. Et chez Vuitton, nous étions sur un défilé figital, absolument, un mot que je ne connaissais pas, mi-physique, mi-digital. Moite-moite, quoi, bigou. Voilà, où il y avait quelques invités triés sur le volet, mais vraiment très très peu, mais où le gros du show était à vivre en ligne. Voilà. En fait, l'idée, c'était que, je pense que vous l'avez vu sur l'image de tout à l'heure, mais les murs étaient verts. Ils avaient mis les murs verts. Vous savez, les murs verts, ça permet de projeter des images, en fait. Donc, c'était ça le principe, c'était que sur les murs verts, soit projeté le film Les ailes du désir dont je vous parlais au début. Point très important également, les invités. Les invités, c'est super quand on va à la Fashion Week, parce que c'est vraiment le spectacle dans le spectacle, l'asile à ciel ouvert, bref, tout est possible. Ils font vraiment partie intégrante du défilé de mode depuis les débuts, depuis le milieu du 19e siècle. Il y a des gens qui sont invités, donc il y a toute une hiérarchie dans le seating, c'est-à-dire dans le placement, qui va être au premier rang, qui va être au deuxième rang. Donc c'est rigolo de voir en fonction des saisons les gens
qui sont montés au premier rang et ceux qui se sont fait reculer au rang de derrière. Il y a aussi ceux, ingratitude totale, qui sont en standing, qui sont debout au fond. Généralement, c'est les stagiaires, les étudiants ou les journalistes de peu d'influence, disons. Voilà. Nouvelle variante depuis quelques années, depuis qu'on est passé à l'ère digitale, c'est qu'il y a énormément d'influenceurs, comme vous le savez, qui côtoient Anna Wintour et Kanye West au premier rang, hein, type Lena Situation, habillée par Chanel de pied en cap au premier rang. Bon, je pense que ça a fait jaser les rédactrices qui ont mis 20 ans à arriver au premier rang. Bref. Donc là, une fois de plus, avec la crise sanitaire, le concept de l'invité, il devient un petit peu... Il faut le repenser. Donc certains shows, ils ont décidé d'en inviter aucun, d'autres qu'un seul, d'autres plein. Bref, tout était possible. Il y en a même qui ont assisté au défilé en visioconférence. Et donc, on les voyait sur un mur d'écran derrière. Pourquoi, on ne sait pas. Mais Dior Homme, par exemple, le dernier automne-hiver 2021. Donc, notre défilé Figital, j'en reviens, notre défilé Figital, il était super intéressant parce qu'il mêlait 3 expériences. Première expérience, là, vous voyez les invités. Donc, il n'y en a pas beaucoup, les pauvres, hein, mais bon, qui sont bien distanciés socialement, avec le mannequin qui va leur passer devant, le mur vert. Eux, ils voient des murs verts. Hein. C'est tout ce qu'ils voient. Donc, ça, c'est l'expérience 1. Expérience 2, le même mannequin, là, c'est le même passage. Ça, c'est ce que voyaient les gens qui regardaient le défilé sur leur téléphone, sur leurs ordis. Ils voyaient ce défilé, mais avec les images du film, du coup. Ils ne voyaient pas les murs verts, eux. Eux, ils voyaient le film. Derrière Bernard Arnault est là, super. Et donc, on voit Les ailes du désir qui est projeté derrière. Mais je rappelle que les gens qui étaient présents, assis, ne voyaient pas ça du tout. Voilà, là, c'est hyper beau. C'est tout le film qui est sur les côtés. D'ailleurs, précision, il y avait certains sacs et certaines paires de chaussures qui étaient vertes, et du coup, les images continuaient sur les accessoires. Donc, c'était quand même dingue. Voilà, donc ça, c'est l'expérience 2. Et expérience 3, ces petites choses, en fait, c'est des caméras. Pour les invités VIP qui ne pouvaient pas être là, en fait, ils avaient accès à ces caméras et ça leur permettait d'avoir une vue chez eux, comme s'ils étaient sur place. Voilà. Bref, bon, un petit peu compliqué, mais en gros, il y avait 3 expériences. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces 3 expériences, elles déhiérarchisent complètement l'expérience du défilé de mode. Parce qu'en fait, Anna Wintour, elle voyait moins bien et moins de choses que quelqu'un qui avait cette vue-là, quoi. C'est lui qui avait le meilleur spectacle, finalement. Donc ça, c'est super intéressant. J'en viens à mon dernier point sur cette partie, avant la conclusion, c'est la communication. Donc évidemment, le carton d'invitation pour le défilé de mode, c'est une institution. Il doit aussi donner le ton, du thème, etc. Il y a beaucoup de marques qui l'ont dématérialisé. Maintenant, ils l'envoient par mail. Mais en gros, c'est un objet de collection, il ne faut pas le négliger. Puis après, il va y avoir toute la déclinaison du thème sur les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, je vous ai fait des captures de Vuitton avant le défilé, pendant le défilé, après le défilé. Mais tout ça, c'est des agences de com qui font ça très, très bien. Des stagiaires mal payés, etc. Voilà. En conclusion, j'en arrive à ma conclusion. Le message du défilé de mode. Donc là, c'est l'instant, je donne tout. Penser le défilé de mode, c'est au-delà de réfléchir à un thème ou à une scénographie, penser à un message. Il faut répondre à des codes immuables et des objectifs de vente, tout en trouvant sa propre position dans l'époque. Aujourd'hui, l'offre est telle que les futurs professionnels de la mode doivent se cultiver. C'est une obligation. Ce qu'on appelle les fashion studies et l'histoire de la mode, ils sont essentiels pour penser la mode de demain, d'autant qu'on arrive au terme d'un mouvement. Il y a un retour de balancier. 2 décennies après l'an 2000, on a envie de moins de mondialisation et de plus de local, de moins de hit-bags périssables et de plus de qualité durable, de moins de griffes toutes puissantes et de plus de petites jolies boutiques multimarques. Voilà, par exemple. Comme je vous le disais en intro, le calendrier actuel où les Fashion Week se muent en Fashion Years, enfin c'est le délire, vivrait ces dernières heures. Ironie du sort, cette libération proviendrait d'Instagram lui-même.
c'est le réseau social qui a pourtant chamboulé la manière même de penser le défilé et qui a tout accéléré, tout communiqué. Et ben, c'est en son sein qu'on observe désormais des débats influents qui déconstruisent les systèmes de la mode. Après, il ne faut pas se leurrer, la mode ne vend pas de rêve. Hein. Elle vend des sacs, du parfum, du maquillage. Voilà, c'est tout ce qu'elle vend. Mais à cause de sa périodicité, de sa quantité, de sa rapidité, c'est l'un des secteurs les plus créatifs qui s'ouvrent à toutes les formes d'idées pour exister. Donc, c'est là qu'on a un coup à jouer. Un défilé, il doit être mémorable pour de bonnes raisons. C'est pas la peine de faire 30 000 effets spéciaux si en fait la collection en soi, c'est pour ça que j'ai autant détaillé l'importance de l'editing, de la gamme et tout, elle est ratée. Voilà. Il doit être mémorable pour de bonnes raisons. Il y a de nombreux défilés qu'on fait date et avec eux leur collection. Et on y allait comme au spectacle. L'émotion, elle était totale. Je vous montre quand même 3 défilés qui sont essentiels dans l'histoire. Vous avez comme des garçons, automne-hiver 83, énorme choc. Hein. Là, ça paraît rien de dingue, mais pourtant à l'époque, c'était dingue. Le défilé haute couture Dior à l'Opéra de Paris, printemps-été 98, par John Galliano. Et ça, c'est un défilé Alexander McQueen de 99 où Shalom Arlo, le mannequin qui est là, se faisait peindre sa robe par des robots en direct. Voilà. Et ça, c'était hyper inventif, mais paradoxalement, il y avait beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui et c'était des choses qui étaient émouvantes. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a la même ambition, mais un nouvel objectif, créer une expérience visuelle et sonore et totale spéciale Instagram. Donc, quand vous penserez votre défilé de mode, posez-vous cette question. Est-ce que je me situe plutôt dans la tradition et l'héritage ou est-ce que je me situe en rupture pour proposer une autre temporalité et une autre forme? Quel est le discours de mon défilé? Est-il clair? Est-il cohérent? Est-il intéressant? Donc, je conclurai comme ça. Par discours, j'entends prise de position. Penser un défilé de mode, c'est donner la parole à une époque. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Madame Tarabé. En plus, tout ce que vous dites, je pense que nos 3e années en luxe l'ont bien entendu et vont le mettre en application, parce qu'ils sont en plein donc, sur leur projet de création de défilés de mode. Donc, j'espère pour eux prendre en compte vos conseils. Donc en tout cas, voilà, merci beaucoup pour cette conférence très complète sur tout ce que vous avez pu dire. J'espère que ça aura pu répondre à des interrogations de prospects et d'étudiants qui sont présents là ce soir. Si vous avez des questions maintenant, on va peut-être pouvoir y passer. Alors n'hésitez pas à lever la main et poser vos questions en direct. Ah, alors on a une question aussi sur le chat. Combien coûte un défilé de maison haute couture de Emeraude? Ah, Emeraude. Emeraude, on est sur des millions là. Honnêtement, ça peut être entre 10 et 50 millions. Je n'ai pas les chiffres, c'est des choses sur lesquelles ils ne communiquent pas, mais ça dépend ce que tu comptes en fait. Est-ce que tu comptes la production des vêtements aussi? Parce que là, ça chiffre. Ça dépend des budgets des maisons, mais on est sur des millions d'euros. Voilà. Après, je vais pas me lancer dans une estimation parce que je pense que je suis encore en dessous là, dans ce que je veux dire. Ouais. Alors, nous avons aussi une question de Monsieur Prado. Allez-y, je vous écoute. Bien, ben merci beaucoup. C'était clair et très très intéressant. Merci. Et alors j'ai pu voir effectivement le défilé Dior il y a 10 jours. Oui. Et par rapport à ce que vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que cette surenchère de moyens, d'effets waouh en fait, de spectacle, ne passe pas la mode au sens intrinsèque du terme en second plan? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là que le spectateur ne voit plus que le spectacle sans voir la mode? Mais alors ça, c'est une super question parce que c'est vraiment un grand débat qu'on a entre nerds, entre geeks, enfin entre passionnés de fashion studies. Voilà, moi c'est ce que je fais. Hein, donc il va y avoir un peu deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que de toute façon maintenant la mode est un spectacle total, donc allons-y dans le spectacle. Et il y a effectivement ceux dont je fais partie aussi qui ont cette crainte et qui observent déjà, ça commence à arriver, que y a un certain savoir-faire qui disparaît, vraiment au sens couture,
Mais que par contre, il y a une surenchère effectivement d'effets spéciaux, de scénographie, mais c'est des choses magnifiques hein, qu'on voit. Hein. Mais en fait, on est parfois tellement absorbé par le spectacle qu'on en vient à plus vraiment regarder ce qui défile. Donc ça, oui, ça c'est pour ça que je parlais du discours à la fin. Parce que ce qui peut être aussi très très intéressant, moi j'ai vu un défilé il y a une saison où en fait il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de décor, on entendait le silence, les portables, je croyais qu'il y avait un bug en fait au départ, mais pas du tout. Et c'était, alors que c'est une maison que je peux citer, hein, la maison Rabi Kairouz qui a beaucoup de moyens, il n'y a pas de problème, ils ont fait ce choix. Et en fait c'était vraiment des mannequins qui défilaient en silence. Et du coup, on était obligé de regarder le vêtement, quoi. Et tout était dans le vêtement et c'était hyper puissant finalement. Je pense que c'était une sorte de réponse à tout ce qu'on peut voir en déballage de moyens autres que investis dans le vêtement. Mais je saurais pas trancher. Moi, je partage un peu cette crainte, effectivement. Oui, parce que sur Dior, moi qui dame et non initié, en fait, ouais. j'ai adoré ce spectacle, ouais, mais je ne serais pas capable de donner le ton de la collection ou sa particularité, parce que c'est... Ouais. Bon, bien sûr, il y a un fil rouge, hein, bien sûr, que j'ai vu et peut-être compris, mais au-delà de ça, j'ai plus été impacté par le spectacle, en fait, que par la couture. C'était juste ça. Mais oui, mais c'est souvent le cas, et c'est un problème, parce qu'en plus, c'était une très jolie collection, mais elle était bouffée par cette explosion de météorites derrière qui était incroyable. Oui, c'est vrai que c'était tellement fort qu'on voyait plus que ça, la musique était géniale, donc moi, j'étais en train de taper du pied, je regardais même plus. Ouais, la musique était top. Mais oui, donc je partage. Ok, merci beaucoup. Je laisse la parole aux étudiants. Nous avions une question de Camilla. En général, combien de temps faut-il pour organiser tout un défilé hors production des vêtements? Waouh, ça dépend du budget. Si on a le bureau Bétac, ça peut aller vite, hein, ça peut prendre 3 mois. C'est une question de budget, mais le truc, c'est que généralement, il faut que la collection soit bien avancée, quoi. Donc, ça peut prendre 1 an, comme ça peut prendre 3 mois. Mais en fait, là, quand on voit les défilés, ils sont déjà en train de boucler les défilés qui suivent. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a en tant que consommateur, de clients, on n'est pas du tout dans le temps de la production de la mode, en fait. Parfois, ils travaillent la couture, ils la travaillent des années à l'avance. Ils travaillent plusieurs projets en simultané. Il y a souvent plusieurs équipes qui travaillent sur il y a plusieurs équipes, projets, donc maintenant, il y a plein de prestats. Voilà. Mais après, tout, ça dépend du DA et de la force de décision du couturier. Mais Lagerfeld, s'il changeait d'avis 2 jours avant, c'est tout. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de baba, mais j'avais fait ça en bleu. Et ça va de son assistant au bureau de production où il y a 3000 personnes qui travaillent. Donc, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Mais Lagerfeld ne paniquait jamais. Il était resté quand même très, très calme. Il y avait peu, mais voilà. Il peut y avoir, s'il y a des changements de dernière minute, c'est compliqué, quoi. Et parfois, quand on a l'œil un petit peu aiguisé, on peut voir des incohérences, décors, collections, ce genre de choses. Et je me demande si c'est pas dû à ça, justement. Si c'est pas dû au fait que comme chacun travaille dans son silo avec un brief hyper en amont, finalement, ils ne se rendent pas compte qu'il y a eu des évolutions d'un côté ou de l'autre et parfois, ça donne une histoire qu'on ne comprend plus très bien. Type Chanel, que je ne citerai pas, printemps-été 2021. Voilà, ça c'est dit. Très bien, merci. Nous avons plusieurs questions. Donc, une prochaine de Daphné. Qu'est-ce qui rend un défilé réussi ou, à l'inverse, ce qui en fait un échec? C'est très simple. Il est réussi quand on comprend. Quand on comprend ce qui se passe. Quand il est lisible. Lisible, je n'irai pas jusque-là. Hein. Il peut être complètement illisible, mais quand on comprend, quoi. Quand on est happé par l'histoire, par ce qui se passe, là, j'estime qu'il est réussi. Alors, c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur la cohérence. C'est pour ça que j'ai détaillé cohérence des formes, cohérence de la gamme, comment le thème, il est clair, il est traité.
Si on veut trop se faire plaisir à rajouter plein de trucs à droite à gauche, c'est là où ça devient le bordel et qu'il est raté parce qu'on comprend plus rien. Même si ce qu'on a fait en soi est super beau, on peut vite perdre le fil et ne plus rien comprendre à vouloir, moi j'ai souvent tendance à dire, à vouloir trop en... Ah, pardon, le micro s'il vous plaît. À vouloir trop en montrer, à vouloir trop en faire, on peut vite se foirer en fait. Il faut savoir élaguer. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir resserrer en fait, parce que parfois on veut trop montrer, on veut trop faire d'étalage de je sais faire ci, je sais faire ça, et finalement c'est un bazar et on perd complètement le fil. Moi c'est ça, quand je trouve qu'un défilé est raté, c'est un peu dur de dire ça, mais généralement il est raté pour des bonnes raisons quoi. Il est raté parce qu'il a tellement voulu montrer ce qu'il voulait faire que en fait c'est gâché, il y a trop de choses. Voilà. Très bien, merci. Nous avons une nouvelle question de Léa Fernandez qui nous demande est-ce qu'un défilé filmé attire plus de participants ou au contraire le nombre de participants diminue par rapport à ça? Donc est-ce que c'est un succès pour les marques de faire du digital ou du complètement digital ou au contraire est-ce que c'est néfaste pour leur lancement de collection? Bon là en l'occurrence ils n'ont pas beaucoup le choix donc après, avant même le Covid, de toute façon, tous les défilés étaient sur les réseaux, en replay, en story, c'est décliné en pastilles. Enfin bon, bref, c'est pas néfaste, c'est de l'image, c'est du contenu, c'est de la création de contenu. C'est jamais néfaste. Jamais. Aujourd'hui, en tout cas. Après, une fois de plus, quid du concept un petit peu alternatif? Est-ce que ce serait pas intéressant justement de faire un défilé secret qui n'est pas filmé, un peu à la Mylène Farmer qui se montrait jamais? Enfin, non mais je dis n'importe quoi, mais finalement ils font tellement tous, ils marchent tellement tous à pieds joints dans le réseau social qu'ils les bouffent, que bon. Mais le but ultime de toutes ces marques étant de vendre des rouges à lèvres à des gamines de 16 ans. Ça c'est tout ça pour ça, parce que c'est ça le but. Donc, on en revient toujours. Oui. Mais non, moi, je pense que c'est pas néfaste, pas du tout. Au contraire, ça permet encore de diffuser sous différents formats, sous différentes choses. Du coup, on avait une question de Théo qui demandait si le digital est une bonne option pour le futur des défilés, mais je pense que vous avez du coup répondu en disant que oui et qu'il est présent depuis toujours de toute façon. De toute façon, là, j'ai envie de dire, on peut pas aller contre le sens de l'histoire. Après, il faut bien l'utiliser. On peut l'utiliser différemment, de manière un petit peu moins bête et méchante, quoi. Il y a peut-être d'autres modèles digitaux à inventer. Moi, je trouve que ce qu'il a fait, Ghesquière, les 3 expériences, là, j'ai trouvé ça incroyable, parce que moi, j'avais pas compris. Parce que j'ai vu les photos, je l'ai regardé en direct, après j'ai vu les photos sur Vogue Runway, je disais, mais pourquoi c'est vert? J'ai vu un truc qui... En fait, j'avais rien compris, et j'avais même pas compris, je comprenais pas c'était quoi ces petits tuteurs qu'il y avait entre chaque personne. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, en fait. Il y a plein de choses à faire, un peu de nouvelles, oui, non, mais de toute façon, on ne peut pas... ça reste aujourd'hui, parce que les consommateurs, ils consomment en ligne, c'est incontournable. D'accord, très bien, merci. Et nous avons une question aussi de Marie Bidet, donc qui est une question plus personnelle. Quel défilé vous a le plus marqué? Dans ma vie entière? Waouh! Fou là là. Un seul à garder pour le restant de votre vie, ce serait lequel? Oh là là, moi je pense que c'est le défilé Dior Origami, un des derniers défilés couture de John Galliano, qui est au-delà de, je sais pas, je sais pas ce qu'il peut y avoir au-dessus. C'est, j'ai plus la saison là par contre. Je pense qu'on est au milieu des années 2000. On est au milieu des années 2000 et en fait il a utilisé le principe de l'origami. Je sais pas si vous savez ce que c'est là, le pliage japonais, pour faire des robes haute couture. Et bon, tout ça a été très japonisé. Mais c'est un des plus beaux défilés. Alors, j'y étais pas, malheureusement. Vous vous en doutez bien. Mais c'est un des plus beaux défilés. C'est vraiment un défilé qui, pour moi, est cultissime. Après, il y a aussi les défilés d'Alexander McQueen. Si vous ne connaissez pas ce mec,
et qui d'ailleurs a mal fini, enfin bon bref, qui s'est suicidé. Bon, il y a beaucoup de DA qui deviennent fous au passage. Mais là, le défilé que je vous ai montré avec Shalom Arlo qui se fait peindre sa robe par des robots, c'est aussi un des plus beaux défilés que j'ai vu de ma vie. Ouais. Printemps-été 99, je crois, celui-là. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que nous avons de nouvelles questions pour Dana? Sinon, moi, en attendant, j'en ai une. Moi, je voulais savoir, vous parlez un peu des défilés rétro, de la tendance rétro qui revient, mais aussi parfois mélangé avec le côté un peu futuriste. Est-ce que vous pensez que pour vous, c'est la mode de demain, justement, ce mélange entre le rétro et l'avant-gardiste? Tout est une question d'invention. C'est vrai qu'on n'invente plus grand-chose en termes de couture, vraiment. Oui. Après, c'est un autre débat de fond qui nous agite. Reste-t-il des choses à inventer ou pas? Donc aujourd'hui, on invente plus justement des allures, des silhouettes. Voilà. Et on peut puiser dans ce qui se faisait avant. Donc, je sais pas, la tendance est plus en fait à l'upcycling, ce genre de choses, au vintage, parce que là, bon, chez Vuitton, on n'est pas sur du vintage, ça c'est sûr. La tendance est plus, effectivement, utiliser de l'ancien pour se créer une allure actuelle, qui peut être très, très, très pointue. Voilà, ça je pense qu'il y a quelque chose, mais c'est aussi pour des raisons politiques, des raisons d'économie, des raisons d'écologie, plein de raisons. Il y a de plus en plus de marques qui s'engouffrent là-dedans, ce qu'on appelle le greenwashing, vous avez dû en entendre parler. Voilà, après en termes de look, d'allure vraiment pure et dure, je sais pas, je pense que là on est tellement dans le retour des années 90, moi j'en peux plus, je sature, mais parce que souvent c'est des gens qui ne les ont pas vécus, donc du coup qui trouvent ça super. Mais moi j'ai l'impression de me revoir au concert des Spice Girls en 98 et je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve ça génial. Mais non, là pour l'instant la mode du futur c'est la mode des années 90 MTV. Voilà. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est ça. D'accord, ok. On va en sortir, ça serait bien. Très bien, merci beaucoup Dana. Est-ce que nous avons des nouvelles questions d'étudiants ou de futurs étudiants avant de finir cette e-conférence? Un truc dans la bulle, mais vous avez dû l'ouvrir, Margot, peut-être? Alors oui, il me semble. En tout cas, je n'ai plus de questions en attente. Voilà. C'est parce que je ne l'ai pas ouverte. Bon, écoutez, si nous n'avons pas de questions... Ah, tiens, il suffit que je dise ça. Va-t-on revenir à un défilé physique? Une question de Julia. De toute façon, on n'a pas arrêté. Il y a des marques qui en font toujours. Là, c'est juste qu'il n'y a pas forcément de public. Où il y avait, là, il y a eu Chanel Métier d'Art au château de Chenonceau. C'est très chic. Et il n'y avait qu'une invitée en la personne de Kirsten Stewart, que vous connaissez certainement, actrice, et égérie Chanel, qui applaudissait à tout rompre toute seule sur son banc. C'était un peu pathétique. Voilà. Mais non, Jacquemus défile toujours en physique. Versace a défilé en physique. Je pense que ça va pas s'arrêter. Non, je pense que ça va pas s'arrêter parce que ça fait aussi partie de ce que je disais dans ma conclusion. Voilà, des choix qu'on veut faire. Le défilé physique, ça permet aussi de faire vivre plein de métiers dont j'avais parlé. C'est pour ça que je les ai listés. Donc, il y a quand même une industrie. S'il n'y a plus de défilé physique, il y a plein d'emplois qui sautent au passage. C'est ce qu'avait dit Jacquemus, par exemple, parce qu'il y avait Loïc Prigent lui avait demandé, là, quand il a défilé dans les blés, dans les champs, dans le je sais pas quoi, enfin, comme là, dans les blés, dans les champs, je sais plus récemment. Loïc Prigent lui a demandé, mais pourquoi tu fais un défilé en physique? Et il lui a dit, mais parce que moi, j'ai 80 personnes que je ne veux pas mettre au chômage, en fait. Bon, ça s'entend. Ça s'entend. Mais effectivement, à voir comment ça évolue. À voir. Très bien, merci beaucoup. Nous allons donc conclure cette conférence là-dessus. Je vais vous remercier une dernière fois pour votre présence et puis pour tous les bons conseils et votre conférence qui était donc super intéressante. Je parle au nom de tout le monde, j'espère. Donc, merci à vous. J'espère que ça vous a plu et puis c'était un plaisir. Voilà. Oui. Un grand merci pour ces éclairages et ces conseils.
À bientôt alors. Merci, avec Merci plaisir. beaucoup. Oh, je fais un petit mot, excusez-moi. Nous allons donc passer en format soirée portes ouvertes après. Donc, j'invite les étudiants de l'école à quitter la réunion et les futurs étudiants qui souhaitent rester pour poser des questions à rester du coup. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Merci. Bonne soirée.